Bienvenue dans ce Millennial Podcast numéro 2, à travers duquel je vous rapproche de Omar Rice. Omar est un jeune entrepreneur marocain qui, après avoir étudié à l'université Al-Akhawaïn, a décidé de vivre de sa passion pour le sport et de lancer son gym Iron Nation Fitness. Dans cet entretien, il nous aide à faire le parallèle entre activité sportive et développement personnel. Je vous laisse donc avec cet entretien. Bonjour Omar. Bonjour Marcel, Je te remercie d'avoir accepté mon invitation au avec Millennial plaisir. Podcast. Avec plaisir. Écoute, j'ai hâte de démarrer cet entretien. Il y a Démarrons. plusieurs choses que j'aimerais partager avec toi. Ouais. Alors la première, je suis curieux du choix que tu as fait, le choix d'entrepreneuriat, puisque dans ton cursus universitaire, tout te prédisposait à être salarié, comme une majorité d'étudiants que forme l'université. Qu'est-ce qui t'a convaincu à franchir le pas de l'entrepreneuriat? Alors, ça fait déjà quelques années que je vois les choses de la manière suivante. Pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur né. C'est la personne qui est challengée par le fait même d'entreprendre et qui va toujours aller. En général, c'est des gens qui vont bouger 3-4 ans, il va faire une activité, puis 3-4 ans, il va faire une autre activité, et ainsi de suite. Et c'est des gens qui sont challengés par le fait même d'entreprendre. Ok. Et il y a un deuxième type d'entrepreneur, c'est des gens qui ont un métier et qui voient que le seul moyen de pouvoir faire ce métier, c'est de créer un cadre pour et donc d'entreprendre. Moi, je rentre dans cette deuxième catégorie. C'est-à-dire que mon but n'a jamais été forcément d'entreprendre, mais à un moment donné, une fois que je me suis rendu compte que je me suis mis dans le chemin d'acquérir des compétences qui peuvent me permettre de prétendre à un métier, un véritable métier sur le long terme. Voilà, il me faut un cadre pour pouvoir exercer. Et comme je suis dans le fitness, il se fait que que j'ai pas trouvé le cadre adéquat et que j'ai dû prendre sur moi-même et me dire voilà, il va falloir que tu crées ton propre cadre. Et donc, voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les prérequis pour être coach sportif? Alors, si tu m'avais posé la question quels sont les prérequis pour être médecin, ça aurait été plus simple. Oui. Non pas que je sois médecin, mais c'est plus simple parce que c'est assez clair. C'est un itinéraire C'est un connu, itinéraire assez déjà clair. Voilà. franchi. Tant d'années de ça, tant d'années de ça. Si tu veux plus, il faut tant d'années de ça, et ainsi de suite. Okay. Donc, avant même de commencer, tu sais ce qu'il faut faire. Okay. Pour ce qui est de mon métier, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, le sport ou le fitness rentre dans la catégorie loisir. Et parce que ça rentre dans la catégorie loisir, on dit sport et loisir. Et du coup, il n'y a pas le côté, entre guillemets, sérieux, où on va dire, voilà, pour être qualifié, il faut faire telle chose et telle chose et telle chose pendant tant de temps et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a une multitude de certifications qui vont de une matinée jusqu'à une semaine. Okay. La majeure partie se font sur un week-end où les gens sont avec zéro background, c'est-à-dire tu peux demain le faire si tu veux, pourvu que tu aies les moyens de payer la certification et la volonté d'être présent. Et à partir de là, tu vas passer une certification et tu vas donc être exposé à une certaine manière de faire les choses que tu devras soi-disant reproduire avec des membres, avec des gens et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si tu me dis c'est quoi les qualifications nécessaires, de mon point de vue à moi, il faut qu'un coach, pour qu'un coach puisse se nommer coach, il va falloir être très il va falloir se pencher sur le long terme. Il va falloir se dire voilà, j'ai besoin de continuellement apprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le manque d'informations qu'il y a, on est même en overdose
d'informations. C'est vrai. Okay. Et du coup, il faut se dire, voilà, il faut trouver une école de pensée et croire en cette école et apprendre tout ce que cette école a à enseigner. Et investiguer ce que d'autres écoles pensent en général. Okay? Donc ça va dans continuous learning. Ça c'est l'éducation constante. C'est pas une journée, c'est pas 2 jours. Voilà. Il faut avoir des mentors. Ok. Il faut se faire coacher soi-même. Tout ça dans un cadre d'apprentissage. Deuxièmement, il faut être sur le floor. Il faut coacher les gens sur le terrain. Il faut être exposé à des corps humains qui bougent dans tous les plans de mouvement, continuellement, tous les jours, plusieurs heures par jour, pendant plusieurs années. Et c'est comme ça qu'on entraîne notre œil à pouvoir voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Okay? Moi, quand je vois un corps humain bouger devant moi, ça me parle énormément. Des fois, je suis juste assis, en train, je sais pas, d'attendre le train. Okay, je vois des gens passer devant moi à la gare et je me dis, ah putain, ça, regarde ça. Et je vois des pas, je vois des... Soit des défauts de posture, je vois des choses qui bougent devant moi. Pour moi, mon œil est tellement dedans que je peux pas ne pas le voir. Okay, c'est juste pas possible. Je peux essayer de juste me déconnecter, mais je peux pas ne pas le voir. Okay? Et la troisième chose, c'est qu'il faut s'entraîner soi-même. D'accord. Aujourd'hui, je vois pas mal de gens qui sont dans le fitness, qui bougent, qui font quelques petits trucs, mais qui ne sont pas dans une perspective structurée où ils s'entraînent eux-mêmes, où leur entraînement est non seulement structuré, mais adapté à eux, et ainsi de suite. Et donc, il faut vraiment, vraiment s'entraîner parce que ça te permet de pouvoir rester sharp et de rester proche de ce qu'on demande à d'autres personnes de faire, okay? Et de ce qu'on prescrit à d'autres personnes. Parce que finalement, il faut avoir un recul et une sensation, une expérience vécue de ce qu'on demande à d'autres personnes de faire. Ok. Alors moi, je suis intimement convaincu qu'une activité physique fait partie de l'hygiène de vie. Oui. Moi, personnellement, je ne peux pas me passer d'entraînement dans une semaine. Par contre, alors je m'intéresse du coup au sujet et il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien avoir ton avis. C'est est-ce qu'il y a des spécificités d'entraînement par tranche d'âge et s'il y avait des grandes thématiques par tranche d'âge, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y a des spécificités pour les enfants et qu'on mettrait peut-être en opposition avec des personnes qui auraient plus de 40 ans. Est-ce qu'il y a des spécificités d'entraînement et si c'est le cas, est-ce qu'il y a de grands thèmes que chaque tranche d'âge devrait le plus travailler? D'accord. Alors, il faut comprendre que il y a un facteur très important, ce qu'en anglais on dit intent, donc on va dire l'intention, okay, qu'il y a derrière l'entraînement. Avant de voir les tranches d'âge, il faut avoir une raison pour s'entraîner. Quand je dis ça, la majeure partie de mes messages sont dans ce sens. Okay? C'est que on ne peut pas juste se présenter dans un endroit où on fait une certaine activité physique et dire « je veux faire cette activité physique », juste comme ça. Okay? Donc pareil, avant de voir les tranches d'âge, il faut voir les raisons pour lesquelles on entraîne ces gens. Il faut comprendre que la majeure partie des gens qu'on connaît, qui vivent autour de nous dans des villes et tout, ont besoin de 2 choses. C'est resistance training, donc tout ce qui est donc soulever des charges. Et quand je dis soulever des charges, ça ne veut pas dire forcément des trucs de folie, ça veut juste dire être exposé à de la résistance extérieure. Okay? Donc une pompe, c'est peut-être le poids de corps, mais c'est notre poids de corps contre la gravité, okay, par exemple. Okay? Quand on squatte avec une barre, c'est le poids de la barre avec notre poids de corps qu'on ralentit, sur lequel on ralentit la gravité et sur lequel on s'éloigne de la gravité. Okay? Donc ça, c'est de la résistance. Okay? Quelle que soit la charge, voilà, c'est dans cette famille-là. Et il y a un travail aérobique.
Alors, quand je dis un travail aérobique, je ne suis pas en train de parler de courir un marathon, de courir de longue distance. Je ne suis même pas en train de parler forcément de courir. Là, on est en aérobie. C'est-à-dire que notre source principale d'énergie, c'est O2, c'est l'oxygène. L'oxygène. Okay. Si on devait faire un effort un peu plus important, dépendamment de qui tu es et de qui je suis, on peut passer à d'autres filières énergétiques. Okay. Et là, on ne va pas aller là parce que ça va devenir un peu plus complexe, mais le plus important, c'est d'expliquer aux gens que tu es en aérobie à partir du moment où le seuil d'aérobie sur lequel on veut que tu t'entraînes, c'est un seuil d'aérobie où tu es capable de limite soutenir une conversation. Si je suis en train de courir et je suis en train de parler, oui, Mohsin, voilà, et je suis incapable de pouvoir avoir un flow de conversation, ça veut dire que déjà, on est déprivé d'oxygène. Ok. Okay. C'est pas mauvais, hein. Oui. C'est loin de là, okay. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que tu as besoin d'entraîner. D'accord. Donc, en gros, si tu veux faire la longue distance, c'est marche la longue distance et fais du resistance training. Et c'est qualitatif, avec de bons mouvements et tout. Okay. Et c'est de ça dont la majeure partie des gens ont besoin. Maintenant, le problème, c'est que c'est chiant. C'est le seul mot poli qui m'est venu à la tête, mais c'est extrêmement Pourquoi chiant. c'est chiant? Parce qu'il faut une discipline, il faut... Non? Même pas, parce que c'est pas... Parce que tu fournis de l'effort. Parce que ça ne ressemble pas forcément à quelque chose tu n'as pas l'impression de te challenger. Et il y a ce concept de challenge qui est très très compliqué et qui est devenu... on a l'impression que tout le monde a besoin de se challenger en faisant du sport. Okay. Comme quoi, et on a cette idée un peu mythique de oui, nous, avant, les hommes d'avant, ils grimpaient, ils sautaient, ils faisaient. Non, les hommes d'avant, ils mouraient à 40 ans aussi. Hein. Faut pas... Les hommes d'avant, ils n'avaient pas une perspective d'avenir de voir leurs grands-enfants. À 40 ans, tu étais déjà en fin de cycle. Donc, il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. D'accord ? Donc, la pratique physique est supposée juste faire contrebalancer une sédentarité qui est omniprésente dans nos vies. Okay. Donc aujourd'hui, pour subvenir à tes besoins, tu n'as pas besoin d'être dans un niveau d'activité physique très important. Mais ton corps a besoin d'un certain niveau d'activité physique pour rester en forme et vivant. Donc, tu contrebalances. Maintenant, tu ne contrebalances pas en te challengeant. Oui. Tout le temps, et même souvent. Tu contrebalances en ayant une activité physique régulière, réfléchie, qui constitue ta base et qui te permet de pouvoir être compétent dans tes tâches du quotidien. Parce que il y a des gens qui vont me dire ouais, mais assis sur un bureau, ça va, j'ai pas besoin d'avoir une condition physique pour ça. Non, mais être assis au travail nuit à ton intégrité physique. Ok ? Elle nuit considérablement à ton intégrité physique. D'où les mal de dos, mal de genoux, mal de machin, alors que tu te dis, ouais, mais je fais rien. Pourquoi j'ai mal au dos, j'ai mal au genou ? Oui, mais justement, parce que tu fais rien. Ok ? Et qu'il y a pas mal de phénomènes qui prennent place, ok ? Qui font que tu as mal ici et là et là. Donc, l'activité physique, elle est juste censée contrebalancer ce que tu es en train de faire pour créer un certain équilibre, pour que justement tu sois fonctionnel aussi longtemps que possible. Alors tu dis c'est chiant, ça peut être chiant si l'objectif n'est pas défini au départ, ce que tu évoquais tout à l'heure. Alors c'est chiant parce que justement ça va ressembler à quelques fentes, quelques machins, quelques presses, quelques poules, quelques mouvements basiques sur lesquels les gens ont besoin de faire pas mal de volume, donc de prendre pas mal de répétitions, ainsi de suite, sans aller dans les aspects techniques. Okay ? Et marcher 3 km ou 4 km, c'est pas forcément le truc le plus fantastique. Okay ? C'est une activité aérobique, easy aerobic work, on dirait. Okay ? Donc finalement, c'est de ce genre de choses dont les gens ont besoin. C'est pour ça que j'ai dit c'est un peu chiant, parce que c'est pas stimulant forcément au quotidien. Alors que quand tu viens dans une salle, tu montes un peu l'intensité, tu fais des trucs un peu plus sexy, un peu plus sympas, tu soulèves des charges, tu soulèves des poids, tu fais des trucs un peu plus dynamiques, c'est un peu plus fun. C'est mieux, c'est sympa. Okay ?
Maintenant, il faut juste que les gens comprennent que c'est pas forcément, ça va pas forcément dans le cadre de la santé, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de dire que la santé et la performance vont de pair. Ce n'est pas le cas. Ok. Le plus on va vers la performance, moi les gens qui cherchent la performance chez moi, 2% de ma population, ok, les gens qui cherchent vraiment la performance, moi je leur dis, vous êtes à côté de la plaque vis-à-vis de la santé. Mais il faut le savoir. Il faut juste le savoir. Oui. Je suis pas contre. Moi-même, je l'ai fait pendant longtemps, ok. Et je trouve que c'est admirable. Mais si tu veux, c'est un peu l'athlète, c'est un peu le martyr de la société. Si tu veux, l'athlète dans les Jeux Olympiques, c'est le gars qui va dire voilà, moi je vais sacrifier ma santé pour prouver à la race humaine à quel point l'homme est capable de faire des choses assez extraordinaires. C'est tout. Donc c'est un peu vraiment le martyr de la société. Mais de là à croire que c'est la santé, pas du tout. Yes. Okay. Donc maintenant, l'intent dont je parlais, c'est quel est l'objectif. Donc pour revenir à ta question, okay, les tranches d'âge, si les gamins, genre de 16 et moins, okay, et les personnes de plus de 60 ans, ont besoin quasiment de la même chose. Okay. C'est-à-dire, et plus pour les gamins sur un certain volet, c'est-à-dire de la résistance, un travail de résistance musculaire, okay, un travail aérobique long, et genre aller, sortir, faire des randos, bouger, okay, de la coordination. Okay, donc tous les sports de balle aident énormément. Okay, si tu joues au foot avec les copains, tu joues au volley, tous les sports de balle sont extrêmement importants pour bâtir de la coordination et de la proprioception. La proprioception, c'est savoir où est-ce que tu es dans l'espace. Okay. Si tu sautes, tu fais un tour sur toi-même et genre un truc de gamin, quoi. Tu sautes, tu fais un tour sur toi-même et tu te réceptionnes sur tes pieds. Ben, le fait de faire ça bâtit un certain niveau de proprioception où tu arrives à savoir où est-ce que tu es dans l'espace quand tu as les deux pieds qui sont décollés, ainsi de suite. Okay. Jouer à l'élastique, comme à l'époque dans les cours de récré, ça te donne énormément de proprioception et de coordination. Donc la coordination, la proprioception, le travail en résistance et le travail aérobique. C'est ce qui bâtit la fondation pour un gamin. Okay. Alors je vais juste ouvrir une parenthèse parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si on croit que pour faire un bon athlète, il faut spécialiser le gamin dès le plus jeune âge, c'est une erreur. Okay. Pourquoi ? C'est une erreur parce que la spécialisation requiert un certain niveau de capacité physique que le gamin n'a pas forcément encore. D'accord ? Alors, je peux donner des exemples de sport. Je ne sais pas si tes auditeurs ils vont. Okay. Mais si tu prends par exemple la gymnastique, okay, la gymnastique telle qu'on les voit aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire les gymnastes. C'est un sport qui est assez spécial parce qu'il fait pic, donc il te met au pic de ta performance physique à un âge où tu n'es pas encore développé. C'est la caractéristique même de ce sport. Pourquoi ? Parce qu'il se repose sur certaines prouesses du corps que le corps ne peut fournir que s'il est encore pas mature. Ok. D'accord ? Donc on va dire que passé un certain âge, tu ne peux plus faire certaines choses parce que ton corps est arrivé à maturation. C'est pour ça qu'un gymnaste, le pic de leur carrière, c'est à 16 ans, 17 ans. Et à Pékin, par exemple, en 2008, il y avait des gamins de 14 ans à qui on avait falsifié les papiers pour dire qu'ils ont 16 ans. Mais c'est ça, c'est la nature même de ce sport. À 23 ans, tu es déjà à la retraite. Tu vois, maintenant, oui, il y a des exceptions parce que certains se spécialisent sur certaines choses, mais pour te dire, à 23-25 ans, tu es en fin de carrière. Alors que dans d'autres sports, tu prends le foot, à 25 ans, 23 ans, 25 ans, tu commences tu n'atteins ton pic que vers 28-30 ans. C'est ça. C'est là où tu atteins ton pic. Tu vois, donc ça dépend aussi des sports. D'accord ? Donc les parents qui mettent leurs enfants dans des activités spécialisées dès le plus jeune âge, ce n'est pas forcément la bonne chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu prends l'haltérophilie, qui
qui est principalement faire un arraché, un épaulé jeté. Ok, c'est un sport, si tu vas par exemple en Chine, il faut comprendre que leur politique, c'est un sport national, que leur politique, c'est de fracasser 10 000 gamins pour te sortir 10 champions. Tu vois. Donc 10 000 gamins pour 10 champions, c'est énorme. C'est genre, voilà. Et c'est leur politique. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils marchent. Alors tu vas dans des sociétés un peu moins radicales, ok, ben, ils ne sont pas prêts de payer ce prix-là. Okay, donc ils ne vont pas forcément avoir autant de champions. Donc venir dire, voilà, le modèle chinois fonctionne, c'est une bêtise. Parce qu'on n'a pas la culture, on n'a pas la présence humaine, okay, on n'a pas le savoir-faire pour faire ça. Donc l'idéal pour les gamins, c'est de les laisser se développer dans un modèle où ils touchent à plusieurs disciplines, un peu sans vraiment s'approfondir, être très toucher à de la résistance, parce que moi je connais des gamins qui ont joué au foot de l'âge de je prends le foot, c'est un truc de folie, parce que pourquoi tu vois que le Maroc il est assez bon chez les jeunes. On a fait assez de belles performances avec les gamins de 12 ans, de 14 ans. Mais après, ils disparaissent. On les voit plus. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu prends 2 gamins de 12 ans, tu les prépares physiquement. Jusqu'à l'âge de 13, 14, 15 ans, ça ne va pas vraiment se voir. Entre un gamin qui a bossé physiquement et un gamin qui n'a pas bossé physiquement, qui a juste touché à la balle. D'accord. À partir de 15-16 ans, la différence est flagrante. D'accord. Parce que le corps est en fin de croissance. Okay, il lui reste encore 2-3 années de croissance. Okay, et là, ça commence à se voir. Okay, alors qu'à 12 ans, ça ne se voit pas. Parce que chez nous, les gamins, principalement, ils jouent à la balle. Yes. Ils jouent à la balle. Donc, tu as des gamins qui sont bons avec la balle, mais la mécanique ne suit pas. Okay, et là, ça crée des gaps. Tu vois, ça, c'est un parmi les facteurs. C'est peut-être que c'est la différence qu'on constate peut-être dans l'équipe nationale entre les joueurs nationaux et les joueurs internationaux. Oui, c'est une des différences principales. C'est le même sang, c'est les mêmes gènes, voilà. C'est parfois même les mêmes mentalités, il ne faut pas croire. Et donc, ce qui fait la différence finalement va être la prépa physique. J'en suis convaincu. Et l'environnement, le conditionnement. La prépa physique et la culture. Ouais. Faut oublier, parce que la barre elle est élevée au degré d'une certaine culture. Tu prends tous les sports, si jamais on élève la barre vis-à-vis d'une certaine culture, ben on va se dire voilà, chez nous, le minimum c'est ça. Ben, quand tu commences dans une culture où on te dit chez nous le minimum il est déjà là, ok, ben voilà, tu pars avec un gap. Tu pars déjà avec de résultats atteignables. Ok, donc ça c'est important. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Oui, la réponse à ta question, oui, chaque tranche d'âge a des besoins spécifiques, mais il ne faut pas aller vers la prescription de qu'est-ce que je donne à lui, qu'est-ce que je donne. Il faut aller vers l'intent, vers ton intention derrière cette activité physique. Quelle est ton intention derrière cette activité physique? D'accord. Si tu me dis que mon intention, toi, Mohsin, c'est de pouvoir, si par exemple tu as 90 ans dans ta vie, si c'est ce que tu vas avoir, on ne sait pas, ok, ben, j'ai besoin d'être le plus autonome dans mon corps sur ces 90 années. Ben, ça, c'est un différent intent. Mais ne viens pas me dire, je vais aller me pousser, me challenger physiquement. Soulever des charges. Non, soulever des charges, c'est pas un problème, c'est caricatural. Mais soulever des charges importantes, quoi. Soulever des charges importantes, et ça dépend de si tu l'as mérité ou pas. Ouais. Ok. Donc, je peux te dire, je peux soulever 200 kilos et te dire, ouais, c'est favorable. Et je peux te dire, il y a quelqu'un d'autre qui va soulever 200 kilos, lui aussi, mais c'est défavorable pour lui. Parce qu'il n'a pas le fait de pouvoir s'entraîner avec cette charge. Et je dis 200 juste parce que les gens, en général, dès qu'ils entendent des chiffres comme ça, ils bug. Ok, mais c'est vrai, ça existe. Hein. C'est plus courant qu'on pourrait le croire. Ok, donc voilà, ça dépend de si tu l'as mérité ou tu ne l'as pas mérité. Si tu vas juste soulever 200 kilos pour te dire « ouais, je peux y arriver, j'y suis arrivé, je me suis challengé », c'est la merde. Ouais, bien sûr. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais voilà, c'est pas bon. Okay, si ça rentre dans un processus où tu l'as mérité, où c'est finalement la bonne résistance pour ton activité à toi et pour ce que tu devrais faire, excellent.
Mais il y a un prix à payer. Oui. Ok, qui n'est pas forcément, tu vas pas forcément finir en chaise roulante, mais il y a un prix à payer. Bien sûr, il y a un travail de fond Il y a toujours, oui, mais il y a toujours un prix à payer après. C'est pas juste, ouais. ok, il y a toujours un prix à payer après. D'accord. Okay. C'est juste simple. Ok. Alors, dans les discussions que nous pouvons avoir avec toi, parfois tu défais certains mythes. Et j'ai l'impression qu'il y en a l'un d'entre eux qui rejoint une anecdote que j'ai vécue avec l'un de mes amis, à une période où je l'ai convaincu à faire du jiu-jitsu brésilien, cool. Puisqu'il voulait retrouver un peu de condition et il voulait aussi perdre un peu de poids. Et donc j'ai réussi à le convaincre d'en faire et à l'amener, il a bien aimé. Et donc après plusieurs mois d'entraînement, même après plus de 6 mois d'entraînement, il n'a pas perdu un seul gramme. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, comme on se côtoyait régulièrement, des fois quand on était dans les pauses repas en discutant, moi je lui disais, écoute, il faut que tu règles aussi ton alimentation. Et donc lui il me répondait, maintenant je m'entraîne, je peux manger ce que je veux. Donc je ne sais pas ce que tu penses de ça. Qu'est-ce qu'on a raté en fait pour pouvoir avoir et le ludique et la partie fun, parce que Jiu-Jitsu, il y a une partie très fun, et le résultat qu'il voulait aussi, c'était de perdre du poids. Jiu-Jitsu, super. C'est une belle chose que tu as fait. C'est un beau cadeau que tu as offert à ton copain. Mais, et c'est un bon conseil ce que tu lui as dit par rapport à la nutrition. Mais je vis ça assez souvent, ok, où les gens vont venir et penser que parce que soi-disant ils s'exercent, qu'ils ont earn un peu, genre mérité un peu le fait qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Et c'est une énorme bêtise. Parce que les gens ils pensent que leur corps c'est juste une équation, que je rentre des calories, je brûle des calories, donc voilà, j'ai un résultat derrière. Ça marche pas comme ça parce que on est le fruit d'un résultat biologique, ok. D'un processus biologique. C'est-à-dire on dit biomechanics. Yes. On ne dit pas juste mécanique, sinon tu serais une caisse. C'est ça. Tu serais une voiture. C'est ça. Okay, donc il y a un robot. Ah, voilà. Donc le côté bio fait qu'on ne devrait pas avoir des pensées aussi simplistes. Okay. Donc quand tu viens dire là, je peux manger ce que je veux parce que je fais une activité, il faut déjà poser un cadre. D'accord. Qui tu es? Par qui tu es, j'entends quel est ton background, d'où est-ce que tu viens, ok? Qu'est-ce que tu as fait, ton ami il a quel âge? À ce moment-là, il devait être à la veille de sa trentaine. Ok, ça veut dire on va dire 30 ans, ok. Alors ça veut dire que ton ami il a passé 30 ans de processus, ok, qui se sont imprégnés dans son behavior, tu vois, dans son comportement, ok, qui ont mené à ce qu'ils soient en surpoids. D'accord? Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain s'adapte de deux manières. Il y a une adaptation instantanée, quand je dis instantanée par rapport à la deuxième, ok, mais elle n'est pas vraiment. C'est-à-dire une adaptation directe. Ok? Il y a une adaptation qui prend énormément de temps et ça s'appelle une évolution. Ok? Exemple. Si les Asiates ils ont les yeux bridés, voilà, c'est parce que leurs ancêtres de plus de 10 000 ans, voilà, ils ont vécu dans des endroits montagneux où il y avait une exposition au soleil assez importante, donc leurs yeux se sont bridés, ainsi de suite. Si les Africains subsahariens, ils ont la peau noire, c'est parce que l'exposition au soleil, plus de sécrétion de mélanine, et ainsi de suite. Okay, donc ça c'est des évolutions qui prennent lieu sur des milliers d'années. Milliers d'années, ok. Voilà. Alors, des adaptations sur le moment, ça serait par exemple, si jamais tu as une grosse période de stress et que tu as un excès de cortisol dans le système, okay, et que tu es supra-éveillé, sur tes gardes, ça c'est une adaptation sur le moment. Okay. Alors, les adaptations sur le moment, elles sont éphémères. Okay. C'est-à-dire, elles te servent pendant un moment, c'est un joker, elle te sert pendant un moment et juste après, tu subis les conséquences. Okay. Parce que c'est un pic et directement après tu chutes. Pourquoi j'explique tout ça? Parce que je pose un cadre sur lequel on va dire que cette personne-là,
elle a passé 30 ans avec des habitudes qui ont shape un peu, qui ont modelé un peu son fonctionnement et sa perception de la vie. Que ce soit par l'alimentation, par le sommeil, par l'hydratation, par les relations humaines, par les habitudes du quotidien. Pour croire qu'une activité physique de 1 heure, 2-3 fois par semaine, va changer 30 ans d'habitudes imprégnées dans le behavior de la personne, c'est juste hallucinant de croire ça. Okay. Et je pense que aujourd'hui, le gros du boulot d'un coach, c'est pas tant tu fais tant de répétitions avec telle charge, de tel mouvement, de tel. C'est travailler sur ça. Okay? C'est ce qu'on appelle BLGs, Basic Lifestyle Guidelines. Okay? C'est faire en sorte que les gens comprennent que c'est beaucoup plus complexe que ça. Si les gens veulent perdre du poids, ils ont qu'à réparer leur vie. Okay? Et quand je dis réparer leur vie, parce que la majeure partie des vies des gens sont cassées. Parce qu'ils en sont à un point où ils sont aliénés vis-à-vis de la nourriture. Si c'est pas packagé, c'est genre compliqué. Un truc très simple, c'est je dis aux gens, écoutez, c'est toi par exemple, Massine, ton boulot demain, tu sais plus ou moins ce que tu dois faire. Oui. C'est normal, tu sais que tu dois voir telle personne, peut-être avoir une signature de telle personne, et ainsi de suite. Tu as une idée. Bien sûr. Okay? Ça doit être la même chose pour ta nourriture. Si tu te réveilles le matin sans savoir ce que tu vas manger de la journée, si tu étais noté sur 10, je te note déjà sur 6. Pourquoi? Parce que tu ne vas manger qu'au moment donné où il sera urgent de manger, ou là où tu auras un time slot où tu vas devoir manger. Et du coup, tu vas aller vers le prêt, le déjà fait. Okay. Si tu es noté sur 10, je vais te dire, Massine, est-ce que tu as les moyens de te payer même tous les repas? Genre, tu peux te payer 200, 250 dirhams, tu peux aller dans un endroit où ils servent de la nourriture assez saine et tout, et tu peux venir demander des produits de qualité et tout. Si tu ne peux pas poser 250 balles par repas à chaque fois que tu manges, et la plupart ne peuvent pas, de le faire. Et la plupart, il faut être réaliste, c'est genre pas possible, okay, pour la plupart. Donc sur les 6, je te note déjà sur 3. Ok. Alors, si je te note sur 3, c'est-à-dire que l'optimum que tu puisses faire, c'est 3 sur 10. Donc oui, la vie est cassée pour cette personne. D'accord. Okay? Donc, de la même manière que tu as un planning tu dois avoir un planning vis-à-vis, je te dis pas savoir exactement, ça serait un niveau de préparation assez important, mais ça serait déjà avoir un squelette. Je vais avoir mes protéines de telle source, je vais avoir mes glucides de telle source, je vais avoir mes lipides de telle source, et je vais veiller à ce qu'il y ait un certain niveau de fibres dans tout ça. Comment on arrive à ça? Parce que c'est de la science-fiction pour les gens. Il faut un peu de recherche. Yes. Il faut un travail de recherche. De documentation. Un minimum syndical. Rien de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de chaînes. Oui, et j'estime que si des gens arrivent à gérer des clients, des entreprises, faire des travaux assez pointus dans leur quotidien, il y a un minimum, faire un peu de recherche, se documenter, voir les bonnes personnes et ainsi de suite. Okay? Ça, c'est un. Le sommeil, ce n'est pas juste une question de repos. Le sommeil, c'est une pharmacie pour le corps. Il faut comprendre qu'il y a une valeur au sommeil qui transcende le repos et qui est une valeur qui touche directement à ce qu'on a dit sur l'évolution de l'homme. Okay? C'est ce qu'on appelle circadian rhythm, et je ne suis pas sûr, mais je pense qu'en français ça s'appelle rythme circadien. Je ne suis pas sûr, qu'on ne me reprenne pas sur ça. Mais en anglais on dit ça. C'est un terme scientifique en fait. Circadian rhythm, c'est le rapport du soleil et le moon, et la lune. Voilà, voilà. C'est le flow. D'accord. Alors, il faut comprendre que Thomas Edison, la lampe, la lumière artificielle, c'est très récent. Oui. Donc on n'est pas biologiquement encore adapté à ça. D'accord? Et surtout sur les 100 dernières années où la lumière est quasiment fait partie des habitations de tout le monde. Yes. Oui, lumière artificielle. Donc il faut comprendre que pendant 99,99% de notre vie en tant que race humaine, on a vécu avec le soleil et la lune. Oui.
D'accord. Donc, et on a on a une activité hormonale qui est basée sur le soleil et la lune. Ok. D'accord. Donc, quand le soleil monte, ok, il y a des phénomènes Métabolique. on va dire hormonaux, ok, Ok. pour pas dire métabolique, des phénomènes hormonaux qui vont avoir lieu dans notre corps. Et la même chose le soir. Donc, si tu veux, à chaque fois que le soleil se lève, ton corps est déjà en réveil. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux être en train de ronfler, ton corps il a déjà commencé à se réveiller. D'accord? Et quand le soleil se couche, ton corps veut rentrer en processus tu vois, de dampen out et de juste se calmer et d'aller vers le sommeil. Maintenant, la présence supraprononcée de lumière artificielle va retarder, voire même empêcher ce processus. D'accord? Et tu vas avoir des gens qui vont aller mettre un écran directement au sommeil et qui vont te dire oui je dors et qui vont dormir. Mais ils n'arriveront jamais à atteindre un volume de sommeil profond assez intéressant pour pouvoir recover. Juste, voilà. Et il faut comprendre qu'en dessous de 8 heures de sommeil qualitatif, sans se réveiller, okay, c'est en dessous de ça, c'est juste une personne qui est en sleep deprivation, tu vois, donc qui est en insuffisance de sommeil. Okay. Cliniquement parlant, Ouais. c'est pas juste cliniquement parlant, en dessous de 8 heures, tu rentres dans sleep deprivation. Okay. Et on connaît énormément de gens qui sont donc 6 heures, 5 voilà, heures. et qui te disent ouais, moi ça me suffit. Okay. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que si jamais le mieux que tu puisses prétendre, c'est un 7 sur 10, à un moment donné, 7 sur 10 va commencer à feel comme un 100%. Comme si tes batteries étaient rechargées à 100%. Parce que tu vas t'habituer à ce… Avec le seuil. Et perceptuellement parlant, tu vas te dire, mais là, je suis à l'optimum quand je dors tant, parce que pour toi, l'optimum que tu as jamais vécu, c'est 7 sur 10. Mais tu ne sais pas que tu es en train de laisser un gros 3 qui est juste à ta portée, pourvu que tu arranges certaines choses. Tu vois. Et tu bases ta vie sur ça. D'accord? Alors maintenant, ça c'est très important. Quand je dis il ne faut pas se réveiller le soir, il y a certaines personnes, je dis ouais, mais moi je suis obligé d'aller me réveiller 2-3 fois pour aller aux toilettes. Ok, à moins d'être un homme de plus de 60 ans, okay, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, non. Si tu te réveilles, c'est pas ta vessie qui te réveille, c'est tes niveaux de cortisol qui sont tellement importants que tu as des pics de réveil, tu sors de ton sommeil, tu vas vers le réveil, et en te réveillant, il y a pas un système de check qui se fait dans tout le corps, tu vois. C'est là où si tu as une entorse, tu vas la sentir, c'est là où tu vois, c'est check, ah, vessie pleine, je vais aller la vider. Okay. Donc je vais aux toilettes. Okay. Et tu reviens. Donc ça c'est une interruption du sommeil. Okay. Donc il faut voir c'est quoi les niveaux de stress dans lesquels tu es, quelles sont tes habitudes de vie avant, quel est ton rituel avant de dormir. Si on dit on n'a pas de rituel, tout le monde a un rituel pour dormir. Il y en a qui vont rester sur Instagram jusqu'à cracher, il y en a qui vont jouer jusqu'à dormir, il y en a qui vont lire, il y en a qui vont juste se poser jusqu'à ce qu'ils dorment. Mais tout le monde a plus ou moins le même rituel de sommeil. Okay. Donc il faut identifier c'est quoi ce rituel et essayer de l'arranger. L'idéal serait, par exemple, de se sevrer des écrans, etc. L'idéal, ce serait de se sevrer des écrans. De quelle durée de temps avant Au moins 1 heure avant. 1 heure avant. À partir de 2 heures, on commence à rentrer dans l'idéal. D'accord. Ok. D'accord. Donc maintenant, il y a même des lunettes. J'espère que je vais avoir ma paire dans pas longtemps. Il y a même des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Que tu peux mettre. Moi, j'ai des lunettes, je les mets au-dessus de mes lunettes. Comme je mets mes lunettes de 3D à l'IMAX, donc c'est la même chose au-dessus des lunettes, tu vois. Et tu peux continuer à être exposé à certains écrans et tout sans avoir le même effet. Sans avoir le même effet. Mais psychologiquement, l'idéal, parce que mis à part la lumière, il y a aussi c'est l'excitement du cerveau, parce que il faut comprendre que le cerveau humain il est toujours perplexe face au choix. C'est pour ça que quand tu rentres dans un rayon de supermarché, que tu trouves énormément de choix, c'est genre, ça crée un problème. Quand tu prends une carte à un restaurant et que tu as énormément de choix, c'est un bug. Il te mettrait 3 trucs, tu serais heureux.
bœuf, poulet, je sais pas moi, poisson. Poisson. Voilà, c'est fini. Tu choisis un des 3 tagines, c'est là. Fini. Ok, et tu vas être bien. Mais quand on te donne trop de choix, c'est pas. Alors finalement, quand tu vois un écran et que tu vas défiler énormément de choses, ça devient, c'est très excitant pour le cerveau, et tu vas avoir toujours des difficultés à atteindre des niveaux de sommeil profond qui sont intéressants. Maintenant, j'ai une autre catégorie de personnes qui te dit ouais, mais moi je peux boire une tasse de café et dormir. Ouais. Ça, c'est les mêmes personnes qui peuvent tomber dans les pommes et dormir, enfin pas tomber dans les pommes, je veux dire dormir, ok, dans un mariage en boîte de nuit. Ouais. Okay. Ça, c'est des gens dont le système est tellement à bout, ok, qu'ils peuvent littéralement juste shut down et dormir. C'est comme des gens, on les a vus qui dorment debout dans le métro, qui arrivent à juste. Voilà. C'est des gens qui sont tellement au bout que genre. Ou les militaires qui des fois ils ont de longues marches, vont faire des petits sommes en marchant. Ça, c'est des gens qui. Par exemple, c'est sympa que tu dises ça, mais il faut comprendre un truc. Pour rejoindre le fitness, et ça c'est une parenthèse, c'est une perche que tu m'as lancée là, parce que il faut arrêter de. Oui, les militaires, mais les militaires c'est pas les athlètes. C'est des martyrs de la société aussi. Tu vois. Mais c'est vrai, puisqu'ils se sacrifient. Oui, ils se sacrifient. Pour une patrie, pour. Voilà. Pour une patrie, on ne sait pas, mais ils se sacrifient en tout cas. Okay. Donc l'idée, c'est que c'est l'extrême. Il faut arrêter de baser des modèles de fitness pour le grand public qui sont dérivés de les Navy Seals, ils font ça, les militaires, voilà, l'entraînement militaire. Calme-toi. Tu fais 8h midi, 2h, 6h au bureau. Tu n'es pas un militaire. Aussi exciting que ça puisse te paraître, je ne suis pas un militaire. Ok. Tu vois, tu n'es pas un militaire. Et on ne veut pas être militaire. Parce qu'un militaire, c'est pas Goldorak. Un militaire, c'est juste un gars qui a été formé pour pousser à l'extrême et répondre à certaines situations mieux que toi. Et souvent, ces situations sont des situations de vie ou de mort. Donc, relax. Tu n'as pas envie d'être un militaire et tu n'es pas un militaire. La comparaison est juste juste être faite. De folie. Et aujourd'hui, tu vois des modèles de fitness qui sont basés sur, on s'entraîne comme les Navy Seals. Oui, si tu veux t'entraîner comme les pompiers, voilà ce qu'il faut faire. Le bootcamp. Wow. Relax. Okay. Alors, juste pour faire une petite synthèse sur la réponse que tu as apportée, par rapport à l'anecdote que j'ai partagée avec toi de mon ami qui avait du mal à perdre du poids, tu disais il faut régler sa vie qui, pour la majorité d'entre nous, est fracassée. Oui. Et pour pouvoir le faire, eh bien, ça serait de s'intéresser un petit peu sur l'alimentation, ses constituants. S'intéresser au niveau de comprendre ce qu'on met dans notre bouche. Yes. De la même manière que quand tu sors dans la rue, tu prends pas un truc qui comme ça, tu le prends et que tu le mets dans ta bouche. De la même manière que tu as envie de savoir ce que tu es en train de mettre dans ta bouche. Yes. Que tu puisses avoir des règles, des repères. Voilà. Il faut que tu sois capable de faire ton assiette et avoir des check. Ok. Et ça, il faut se documenter pour ça. Il faut se documenter. Alors peut-être que tu as des sites à nous conseiller. Nous pourrons les mettre dans les champs de description de la vidéo, si tu veux bien, si tu as peut-être un site ou deux. Tu sais, pour être franc avec toi, je ne conseillerais pas de site. Okay. Je ne conseillerais pas. Je pense que les gens doivent faire cet effort par eux-mêmes. C'est très important. Que chacun puisse trouver sa voie finalement. Oui, c'est-à-dire que comme on est capable de télécharger une application et de chercher où se trouve tel endroit, et aujourd'hui, contrairement à des générations d'avant, on a un capital de connaissances vis-à-vis de chercher une information. C'est-à-dire on sait chercher une information. Maintenant, on ne sait pas chercher la bonne information. Et c'est là où il faut que les gens apprennent. Donc il n'y a pas de site web déjà super fait et tout. Ceux que j'ai en tête, ils sont un peu complexes et ils ne vont pas forcément aider. Donc voilà, moi je dis, il faut chercher. C'est très simple de s'alimenter correctement, mais on a des barrières de par ce qu'on croit être vrai. Moi j'ai des gens qui croient que le maïs c'est un légume, que manger de la pomme de terre c'est un légume. Tu vois, donc alors on commence là.
On commence dans des choses comme ça. J'ai des gens qui croient, billah, quand ils finissent ils font un repas nickel et tout, à la fin ils versent un demi-litre d'huile d'olive, bon, pour exagérer, mais en mode c'est cool. Sain. Et pour eux c'est sain. Oui, l'huile d'olive c'est super, mais relax, dose, wow. ouais. Ok, certaines doses et ainsi de suite. Donc juste quand je dis basic lifestyle guidelines, mais je suis dans le basic. Yes. Ok, vraiment. Le sommeil. Et à côté de ça, le sommeil. Oui, ouais. le sommeil. Ok. Et être conscient de ses niveaux de stress. Donc le sommeil, c'est d'avoir des Un nuits rituel. avec un nombre d'heures de sommeil suffisant. Oui, un Et rituel. avoir un rituel avant de dormir. Avant de dormir. Et idéalement se prémunir à l'exposition de la lumière, des écrans. Alors tu dis idéalement 1 heure et à minima 30 minutes avant de s'endormir. Non. Je dis à minima 1 heure. Déjà que j'ai baissé ok. Ok. Mais tout ce que je dis, c'est rien de nouveau. Bien sûr, bien sûr. C'est là où on tombe aussi dans l'information. C'est que de l'information. Mais je pense que parfois des rappels font du bien. Les rappels, ils font du bien. Je suis d'accord avec toi, mais ça reste que des rappels. Parce qu'aujourd'hui, l'auditeur va entendre sommeil, ouais, c'est bon, on sait qu'il faut dormir, on sait qu'il faut bien manger, on sait que ça va, c'est cool. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point tu sais, mais tu ne fais pas. Ouais, bien sûr. Et tu ne fais pas parce qu'on a toujours avec la banque de savoir, on croit, billah, parce qu'on sait, c'est bon, le jour où je vais vouloir le faire, je sais ce qu'il faut faire. Non. Non, c'est pas comme ça que ça. C'est à partir du moment où tu commences à essayer de faire que tu te rends compte d'à quel point tu es à côté de la plaque et à quel point ce que tu crois savoir, ben là tu ne le sais même pas. Ok. Et il faut commencer à faire. Yes. D'accord. Alors ça c'est super important. Ok, super. Alors ça nous amène, c'est une bonne transition pour la question, on va dire principale de cet entretien, puisque c'est ce qui plug cet entretien dans le projet Millennials. C'est est-ce qu'il y a un lien à faire entre prépa physique ou entraînement physique ou activité physique et développement personnel? Et s'il y a un lien à faire, quel serait-il? Que pourrait amener un entraînement physique régulier au développement personnel d'un individu? Je pense que, tu sais, il y a un truc qui te dit what is learning? Tu vois, donc, what is learning? Learning is a change in behavior. Ça, c'est un des trucs qui est très important dans mon cœur, que j'ai appris à l'école, mais qui n'a fait sens que bien après. Donc c'est quoi l'apprentissage? L'apprentissage, c'est changer ses comportements. C'est un changement passe et se manifeste en fait. L'apprentissage, si je sais que tu as appris quelque chose, c'est à partir du moment où je fais un changement dans ton comportement que je sais que tu l'as appris. Et ça rejoint le point que j'étais en train de dire par rapport à la nutrition et tout. C'est que le développement personnel, non pas que je sois un as sur la question, mais le plus important, c'est que je suis dedans, au quotidien. C'est-à-dire, j'ai des gens, et des gens, ils viennent avec leurs frayeurs, leurs peurs, leurs limites, leurs préconceptions de certains phénomènes, ils viennent avec leurs souhaits, leur ambition. Ils viennent avec un bagage énorme. Ce bagage, il est souvent alimenté par des frayeurs, des complexes, des croyances, tu vois, hope, genre espérance, de l'espoir, tu vois, et ainsi de suite. C'est un melting pot de tous ces feelings et ça fait une boule et les gens ils viennent avec ça. Mon boulot commence à partir du moment où je commence à les aider, parce que c'est eux qui le font, à fragmenter cette boule, si tu veux, c'est comme ça. Et là, ils ont plein de pieces un peu partout. Et ce n'est qu'en les dissociant que tu peux commencer à travailler dessus. Alors, certaines personnes viennent ici pour s'entraîner et ils découvrent qu'ils ont un chemin bien plus important pour espérer commencer à s'entraîner. Parce que la pratique physique a besoin d'un cadre. Et ce cadre doit être apporté par ton lifestyle. Si ton style de vie, si ta vie n'est pas un support pour cette activité physique, au meilleur des cas, ne te donnera aucun résultat, au pire des cas, va te faire mal.
Ok? Donc, les gens, quand ils s'investissent dans cette activité physique et qu'ils se rendent compte finalement qu'ils sont tellement loin de prétendre avoir un objectif. Les gens, ils pensent que c'est bon, je viens, voilà mon objectif. Mais tu es qui pour avoir un objectif? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'avoir un objectif? Ok? C'est comme si tu vas chez un enfant au primaire, tu lui dis, tu veux devenir quoi? C'est mignon de me dire médecin ou pilote, tu vois, mais c'est juste ça, c'est mignon. Et on les prend, comme on dit, à l'acdac, parce que c'est des gamins. Mais si tu viens chez quelqu'un qui est en terminale, tu vois, tu dis, tu veux faire quoi? Il te dit, je veux être pilote, alors qu'il fait des études d'économie. Il n'est pas bon en maths ou qu'il n'est pas bah, dans une j'ai pas envie de mettre un, tu vois, mais qu'il fait une filière qui est noble aussi, mais qui n'a rien à voir avec finalement son ambition. Tu lui dis, mon coco, il faut revoir les choses. C'est pas la bonne trajectoire. C'est pas la bonne trajectoire, d'accord? Mais cette personne a déjà fait 18 ans d'études pour pouvoir prétendre, tu vois, être au niveau de faire un choix et d'avoir une ambition. Alors moi j'ai des bébés en termes d'entraînement qui viennent, tu vois, c'est pas une insulte, c'est juste le cas, ça peut être des PDG de je ne sais où, mais en termes d'entraînement, t'es un bébé, je suis désolé, ok, tu vois, mais c'est des gens qui viennent et qui te disent oui, mon objectif. Je dis, non, tu n'as pas encore le recul, la maturité et l'expérience physique pour pouvoir avoir un objectif. Et c'est là où tu vois la partie développement personnel. Parce que les gens qui vont essayer de s'entraîner et qui voient qu'il finalement il y a des choses qui manquent énormément pour qu'ils puissent avancer, et qu'ils voient d'autres personnes qui sont en train de réaliser ces choses-là justement d'un niveau personnel et qui sont en train d'avancer, ben ces mêmes personnes commencent à se poser des questions. Et c'est dans la réflexion que commence l'apprentissage. Okay, c'est quand tu es dans la réflexion, tu te dis « Ah, mais j'avance pas, qu'est-ce qui va pas ?» Ne pas blâmer le programme, ne pas blâmer le lieu, le trafic, le machin, juste te dire « Qu'est-ce qui me manque ?» Ok? Tu vois? Et avoir cette idée de se dire « D'accord, quels sont les prérequis dont j'ai besoin pour pouvoir arriver à un certain niveau d'activité physique, tu vois. Et là, tu reviens et tu te dis, voilà, il faut que je corrige ça, il faut que je corrige. Et tu t'investis, et tu investis ces voies, et tu t'investis dedans, et tu fais en sorte de commencer à comprendre les différents mécanismes qui font de toi les personnes que tu es aujourd'hui. Et à partir de là, tu grandis. Ok? D'ailleurs, même mon modèle de classe ici, il est très clair. On a 1 à 2 années de tronc commun dans les classes, avec des groupes de 10 personnes maximum. Pendant cette année à 2 ans, tu apprends à bouger dans tous les plans de mouvement, tu apprends à lire le jargon, parce qu'on a un jargon assez spécial, tu commences à apprendre à te timer, à gérer ton temps, à te gérer dans l'espace, et ainsi de suite. Donc, si tu veux, c'est un tronc commun, où tu touches à peu près à tout. Et après, j'estime que la classe, si tu es vraiment assidu et que tu fais les choses correctement, la classe n'a plus grand-chose à te donner. À moins que tu veux juste continuer de juste venir bouger dans une communauté et avoir des gens qui care about you, qui ont un regard sur comment tu fais les choses. Yes. Mais si tu veux aller un peu plus loin que ça, tu vois, juste dans une perspective personnelle de développement, tu passes en IT. Le ID, c'est quoi? C'est du individual design. Ça veut dire qu'en programme pour toi, tu reçois les choses sur ton application, tu fais les choses, c'est fait pour toi, tu as une consultation tous les mois. Avant de commencer ton programme, il y a un diagnostic qui est fait avec des méthodes bien précises. À partir de là, on commence à construire avec toi. Et on construit pendant les années à venir. Okay? Tu peux avoir plein de choses qui vont arriver dans ta vie, on va s'adapter à ce genre de choses et continuer. Et tes objectifs vont changer parce que ta vie va changer, et ainsi de suite. Donc, c'est là où je te dis, Bila, il faut s'inscrire dans une perspective de ligne droite où on va vers l'infini, juste en avance. Okay, on continue d'avancer et on prend plaisir à avancer. Et on prend plaisir dans le fait même de parcourir le chemin. Okay? Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas que du blabla, c'est même d'un point de vue structure, j'ai fait en sorte que ce soit comme ça que ça se passe chez nous, ici. Et c'est pour ça qu'on est tellement différents de tellement d'autres endroits. Et parce qu'on y croit, on a foi en ça.
Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes qui sont en ID. Ça fait même pas 2 ans qu'on est ouvert. Et c'est des gens qui ont passé 1 à 2 années avec nous, un peu moins de 2 ans pour certaines personnes. Tu vois, alors, qui ont passé ce temps-là en classe avec nous, qui ont appris des choses. Et entre-temps, il y en a une tonne qui sont partis, qui n'ont pas fini leur année, qui ne viennent pas souvent. On ne peut pas sauver tout le monde. Chacun un itinéraire, tu vois. Et ces gens-là ne sont pas encore prêts à faire ce développement. À faire ce développement-là. Donc oui, c'est que du développement personnel. D'accord. Ok, super. Ça marche. Ok. Merci beaucoup, avec plaisir. Omar. Avec plaisir. L'entretien avec toi est toujours intéressant. Et merci. Ça fait plaisir. Je suis toujours intéressé d'échanger avec toi sur ces sujets qui nous touchent finalement tous énormément et de manière quotidienne, parce que notre physique est finalement notre véhicule que nous portons tous les jours, et donc selon son état, on va ressentir des choses. Et il ne faut juste pas oublier que finalement, le corps que tu as à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans, à 90 ans s'il le faut, c'est le même corps, c'est juste qu'il a vieilli. On n'a pas des genoux de remplacement, des épaules de remplacement. C'est le même corps, alors il faut en prendre soin et il faut avoir un minimum de vision de qui tu veux être dans la vie. Ok, super. Merci beaucoup, Omar. J'espère que cette interview vous aura intéressé. Nous sommes curieux de connaître vos réactions, vos réflexions, vos interrogations suite à cet échange. Et on aimerait bien que vous les mettiez en commentaire. Donc n'hésitez pas à partager avec nous vos réactions, vos interrogations. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!